Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mettler Toledo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà parlé de cette compagnie il y a quelques temps. Hier, j'étais en live et voilà, elle doit publier ses résultats financiers aujourd'hui. Et pendant le live, en fait, j'avais dit à quelqu'un qu'ok, moi, ce que je vais faire, ce que je vais lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, et je te reviens demain avec une vidéo sur la compagnie. Ok, c'est une entreprise que j'aime bien. Elle est dans ma watchlist. Ok, quand on faisait cette vidéo, voilà, pour moi, à la limite, le prix à ce niveau-là, c'était rien d'extraordinaire selon moi. Ok, c'est une entreprise, la courbe ressemble à ça. D'accord? Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est la courbe des bénéfices nets, des free cash flow, etc. Donc, c'est ce qu'on va aller regarder en date d'aujourd'hui. Mais on va se baser ici sur une analyse qualitative. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai lu les rapports financiers. J'ai écouté le conference call quand je dis les rapports financiers. Les deux derniers trimestres, d'accord? Et le conference call ici, celui du dernier trimestre. Et je rappelle qu'elle publie des résultats financiers ce soir pour le troisième trimestre. OK? Donc, présentement, on a uniquement le deuxième et le premier trimestre. D'accord? On va aller rapidement. Je rappelle une chose, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Si vous avez déjà vu, si vous connaissez la compagnie Precia Molen, ils font la même chose, sauf que Mettler Toledo est bien au-dessus de Precia Molen, ok, en termes ici de chiffre d'affaires, etc. Mais ça reste ici deux belles entreprises, on va le dire comme ça. Je pense que Precia est plutôt une small cap française. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça. On a également fait une vidéo dessus. Donc, on va aller rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Mettler Toledo? Alors, déjà, on commence à une petite description simple. Hein? Si vous voulez une description un peu plus complète, allez sur Zone Bourse, etc. Vous allez trouver ça, géographie d'opération, etc. D'accord? Donc, Mettler Toledo est un spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de précision. Ça peut être des balances, voilà, un peu des balances alimentaires, voilà, c'est des pipettes ici pour mesurer, dans le segment ici pharmaceutique. D'accord? La direction est moins optimiste, on rentre déjà dans le vif du sujet. Pas le temps de bavarder, d'accord? Donc, la direction est moins optimiste quant aux perspectives à court terme de Mettler Toledo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin du mois de juillet, la direction a tempéré ses perspectives pour l'année 2023. La croissance des activités en Chine est désormais compromise pour l'année en cours. Il faut se dire ici que la Chine représente près de 20% ici du marché et c'est un marché en pleine croissance. Là, présentement, on a un certain ralentissement. Donc, en effet, les dirigeants ont admis que les ventes dans ce pays allaient probablement diminuer à un rythme moyen à un chiffre. Donc, quand on dit un rythme moyen ici à un chiffre, ça veut dire qu'aux alentours ici de 5, en dessous ici de 5%. Donc, ça peut être entre 5 et 4%. Donc, à rythme moyen à un chiffre, donc on est plutôt aux alentours de moins 5%. OK? Alors qu'ils prévoyaient initialement une croissance élevée à un chiffre. Donc, la croissance ici était à peu près au-delà. Enfin, ça, c'était en prévision ici, au-delà de 5%. Maintenant, on aura plutôt un moins 5%. Donc, il y a une grosse différence entre les deux, moins 5% au minimum. OK? Donc, en particulier, les dirigeants ont cité la baisse de la demande des entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques, en particulier, et en général, l'affaiblissement de l'économie de ce pays et l'absence de mesures visant à relancer l'activité commerciale sont largement également en cause. On va se dire ici, quand on dit baisse de la demande ici des entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques, la question qu'on devrait se poser, c'est temporaire, durable. Également, quand on parle d'affaiblissement général de l'économie, temporaire généralement. OK? Donc, on est peut-être sur une phase de ralentissement. L'entreprise n'est pas en train de mourir ou quoi que ce soit. OK? Le segment consacré à la distribution alimentaire se révèle être une bonne surprise ces derniers temps. C'est un segment qui ne représente pas grand-chose. Enfin, je pense que 5% par là, 5 à 6% du chiffre d'affaires de 2022 ici. D'accord? Donc, mais ce segment-là se comporte très bien. Pourquoi? Comme j'ai toujours dit, c'est le pourquoi qui nous intéresse. C'est bien de voir la croissance, etc. Mais il faut fouiller un tout petit peu afin de pouvoir vérifier ici d'où provient la croissance ou bien la décroissance. OK? Donc, les ventes de balance alimentaire et autres produits similaires ont augmenté de 25% au cours du premier semestre 2023, ce qui reflète l'intensification des investissements de la part des supermarchés et des épiceries. Supermarchés, épiceries, c'est le segment qui se comporte généralement très bien présentement. OK? Donc, c'est la consommation ici non discrétionnaire. OK? Donc, les Walmart, ce genre de choses-là. Donc, la transition en cours vers la distribution alimentaire moderne dans les pays moins développés est de bon augure pour Mettler Toledo.
Il en va de même pour le déploiement des caisses automatiques dans les marchés d'alimentation plus établis. Donc ça, c'est généralement ici en Occident. Ok. Donc partout, vous allez voir généralement ici allez, quand vous allez au supermarché, la balance. Là où vous posez vos produits, vous savez, quand vous allez à la caisse automatique, vous posez vos produits sur la caisse automatique en question. Il y a toujours une balance. La précision de cette balance-là, vous pensez qu'on prend ça où? Il y a des produits, il y a une technologie de Mettler Toledo qui va avec. OK? Donc, tant mieux pour elle, tant qu'il y aura de plus en plus ici de caisses enregistreuses. C'est une bonne chose pour elle ici. D'accord? Donc, et également dans les pays en voie de développement ici, là, on n'est pas encore dans les supermarchés ici ou bien les épiceries ici, un peu comme en Europe, c'est pas encore la même chose. Mais de plus en plus, on s'en va vers ce modèle-là. Et ça peut être une bonne chose ici en termes de croissance pour Mettler Toledo. OK? Donc, l'entreprise devrait continuer à bien se porter même si l'inflation des coûts ne diminue pas. Pourquoi? Il est important de noter que Mettler Toledo dispose généralement d'un bon pouvoir de fixation des prix, un pricing power, et qu'elle a traditionnellement augmenté ses prix en moyenne d'environ 2% par an avec peu de réaction de la part de ses clients. Pourquoi? Comme d'habitude, c'est la question la plus importante. Pourquoi? Vous avez un pricing power, vous augmentez le prix, mais pourquoi est-ce que le client ne réagit pas? Simple, comme les nouvelles balances et pipettes ne représentent généralement qu'une petite fraction du budget d'un client et qu'il ne s'agit pas de poste important nécessitant l'approbation du siège social. Donc, ce n'est pas un poste important de dépense. OK? Donc, ça coûte presque rien. On le voit, c'est comme du papier. On ne voit même pas ça passer par rapport à la taille de l'organisation, bien sûr. OK? Donc, généralement, ici, il est généralement assez facile de faire accepter des augmentations de prix. Et ils en ont besoin. Ils ont besoin de ce produit-là. Donc, ils peuvent, voilà, ça coûte presque rien, entre parenthèses. Donc, quand Mettler augmente les prix ici, ça ne dérange pas. OK? Donc, voilà une des raisons. Donc, la Chine devrait néanmoins rester un moteur essentiel de la croissance à long terme, parce que c'est la croissance à long terme qui nous intéresse. Donc, les efforts déployés par le gouvernement chinois pour développer davantage l'industrie pharmaceutique nationale devraient alimenter une forte demande continue d'équipements de laboratoire, y compris les pipettes de Mettler et autres produits similaires. Vous pensez également à quelle compagnie? Sartorius. Même en lisant sur Mettler, vous pouvez avoir un avis sur une autre compagnie. Donc, les investissements vont continuer. Ça peut être un relais de croissance future ici. Mais Sartorius, c'était une très belle entreprise, bien sûr. D'accord? Donc, dans le même temps, l'attention renouvelée portée à la sécurité alimentaire devrait être une aubaine pour les fournisseurs d'équipements de laboratoire. Dans ce contexte, les bénéfices de la société pourraient atteindre 60,25 $. Vous allez comprendre pourquoi. D'ici 2026 à 2028, soit une hausse de 8 à 12% par an sur la base du chiffre d'affaires de 38,41 $ de 2022. Donc, quand on prend on est à peu près aux alentours de entre 55 et 60,25 $. Ça reste une estimation, c'est une guesstimation. Je dis souvent ici qu'il vaut mieux acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc oui, 60 $ à l'action, c'est bien par action. Maintenant, on va comparer par rapport au prix actuel, etc. Mais ça pourrait également ne pas arriver exact. Ça pourrait également être, ça pourrait être moins de 60 $ d'ici 2028 par là. Donc, la fourchette est assez grande, d'accord? Sauf faites très attention ici. Donc, ça veut dire que l'entreprise, quand même, aura tendance à avoir des bénéfices nets stables et croissants dans le temps pour les raisons qu'on a tantôt citées précédemment. OK, que ce soit le pricing power, le développement ici du segment pharmaceutique ici, ou bien de la sécurité alimentaire en Chine, ou bien en Asie, ou bien dans les pays en voie de développement, ça peut être également une bonne chose pour la compagnie qu'on appelle Mettler Toledo. Donc, il faut dire une chose. Il est également souhaitable, ça c'est observation personnelle, c'est pas une obligation, c'est vraiment une observation personnelle. Et voilà, on va se dire comme ça. Un changement de cap de la part de Mettler est souhaitable. Et quand on dit changement de cap, ce n'est pas par rapport à la direction, hein. Ce n'est pas par rapport parce qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas mal gérée. Non. Changement de cap, pourquoi? Ceci. La mise en place d'un dividende pourrait attirer un plus grand nombre d'investisseurs vers l'action. OK? C'est une compagnie qui est mature, hein. Elle ne paye pas de dividende. OK? Comme vous pouvez le voir ici. Elle ne paye pas de dividende, mais elle a les moyens de le faire. Donc, par exemple, si je veux investir sur une compagnie ici qui a le potentiel de verser un dividende stable et croissant dans le temps, voilà une entreprise qui a le potentiel de le faire. Donc, je pense ici, elle est plutôt dans le rachat d'actions. D'accord, on va à peu près aller vérifier ça tout à l'heure. Et également,
je pense que ce serait également une bonne chose pour l'entreprise de faire un split. Par exemple, un 20 pour 1 ici. D'accord? Un fractionnement de l'action, par exemple, de 20 nouvelles actions pour chaque action en circulation pourrait également faire l'affaire. Donc, si on fait un 20 pour 1 ici, ça veut dire qu'on va diviser le prix de l'action ici par 20. Ça va permettre ici de rendre l'action plus liquide. Je ne dis pas que c'est moins liquide aujourd'hui, mais les gens ont souvent tendance il est plus facile enfin, ça je parle plutôt pour les investisseurs particuliers, d'acheter une action à 50 $, même si vous achetez ici pour 1 000 $ globalement, que d'acheter une seule action à 1 000 $. D'accord? Donc, la personne aura, l'investisseur particulier aura l'impression d'acheter beaucoup d'actions en dépensant 1 000 $ plutôt qu'une seule action à 1 000 $. Pourtant, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça peut être une autre raison ici pour que l'action soit liquide. Mais comme vous pouvez le voir ici, la façon, l'entreprise, c'est pas que c'est illiquide, hein, attention. D'accord? L'entreprise ici se négocie à peu près à une vingtaine de fois plus de 20 fois, 40 fois les bénéfices. Donc, il y a déjà assez, vu la qualité du business ici, il y a déjà assez de personnes sur ce marché-ci. D'accord? Donc, c'est juste une observation personnelle comme ça. OK? Donc, le dividende également, ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait dans le futur. Donc, on va aller au niveau des chiffres. Ça, c'est par rapport, c'est une petite note, très vite fait. D'accord? Ça vous permet d'avoir une idée générale de qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui. OK? À quoi s'attendre à court terme ou à moyen terme. OK? Si vous appelez 2028 du long terme, on va le dire comme ça. On reste optimiste à long terme. Voilà les problèmes qu'on a présentement. Voilà peut-être certaines opportunités qu'on a présentement. Voilà pourquoi ici l'entreprise a un pricing power et qu'elle pourrait continuer à bien se comporter, même en période actuelle. Mais maintenant, est-ce que le prix est intéressant? Ce genre de notes d'analyse-là, je les présente généralement sur les entreprises qui me semblent sous-évaluées dans le service Top Premium. Et je rappelle ici que la promotion sur le Top Premium Plus se termine demain à 23h59. D'accord? Dans le service Top Premium Plus, vous avez 14 formations inclus, plus les notes d'analyse, plus, là, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci. Je rappelle que les demandes d'analyse quantitative, je les prends uniquement dans le service Top Premium parce qu'il y en a déjà assez. Il y a beaucoup de demandes de façon de ce côté-là. D'accord? Donc, plus d'autres éléments. Je vous laisse aller voir la page de vente. Elle est en dessous de la vidéo. Si ça vous intéresse, venez. Si ça ne vous intéresse pas, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles. Et dans quel secteur d'activité on est ici? Instruments de précision. Donc, ça peut être une bonne idée ici d'aller regarder à peu près ce qui se passe dans ce secteur d'activité-là. Pourquoi pas? Vu que j'ai à peu près lu sur Mettler Toledo, je peux avoir une idée générale du secteur d'activité. J'ai à peu près le nom des concurrents, etc. Ça peut me prendre quelques temps pour faire ça, mais bon, c'est toujours... Moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Parce qu'intellectuellement, on apprend beaucoup. OK? C'est stimulant intellectuellement. Analyser quantitativement une entreprise, ça ne me stimule pas intellectuellement. D'accord? Les chiffres, tout le monde peut lire les chiffres, mais interpréter, c'est différent. Et vous ne pouvez pas bien interpréter les chiffres si vous ne comprenez pas à peu près ce que l'entreprise fait. D'accord? Donc, les deux vont jamais ensemble. OK? Donc, quand je vois ce type d'entreprise, je sais c'est une belle entité qui aura tendance à bien se comporter dans le futur. OK? Elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Elle a un pricing power, typiquement le genre d'entreprise qui devrait nous intéresser. Maintenant, du point de vue chiffres, ça c'est la partie que vous adorez. Croissance des revenus, on aime ça. La croissance, elle est due à quoi? À acquisition, manière organique, toujours aller vérifier. C'est un mix des deux. OK? C'est un mix des deux. Ensuite, on regarde la marge brute. Stabilité ou croissance, c'est la première chose qu'on regarde. Croissance de la marge brute. Ça, c'est le pricing power qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Donc, avant même de savoir que cette compagnie, c'est un pricing power, enfin, avant d'avoir ces détails-là dans les rapports financiers, j'ai déjà ça ici, avec les chiffres. On n'augmente pas les marges brutes comme ça. D'accord? Ça veut dire que cette compagnie, c'est un pricing power. Vous remarquez? En 97, c'était 43%. Aujourd'hui, c'est 59%. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas grand-chose. Est-ce que ça descend premièrement au niveau des EBITDA? Oui. Et encore, est-ce que ça va directement au niveau des bénéfices nets et free cash flow? On va aller vérifier si free cash flow et net income vont d'abord dans le même sens. Vous voyez ça? C'est du papier à musique, ligne droite, droit au ciel. Il n'y a pas de bisbille entre-temps. Ça peut arriver qu'il y ait moins certaines périodes, mais c'est à ça que ça ressemble une compagnie qualitative. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous voulez quoi? Voilà un bon business. Paye pas de dividendes, elle a les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'elle fait entre-temps? Elle rachète massivement ses actions. 45 millions ici, 22 millions là. Je pense qu'on a divisé par deux en moins de... Ça fait quoi? 14 en 17 ans, ça a été divisé par deux. Donc ça, c'est un dividende caché.
Vous allez vous dire que oui, mais non, elle a les moyens de payer le dividende. Sauf qu'elle choisit racheter les actions ici. Et tôt ou tard, voilà, si on prend le buyback yield ici, c'est 4,47%. Donc, si elle avait distribué le dividende avec l'argent qu'elle a utilisé pour racheter les actions, vous aurez eu un rendement de 4,47%. OK? 4,47%. Déjà. Bon, c'est un peu plus haut. Je pense qu'elle a également utilisé le cash qu'elle avait en banque ici pour acheter massivement des actions. Mais on revient ici. Donc, on a à peu près... Maintenant, on va regarder la dette nette sur EBITDA. Free cash flow et net income vont dans le même sens. Dette nette sur EBITDA, 1,6 fois les EBITDA. Avec des EBITDA qui sont en croissance. Donc, on va également regarder la dette nette du point de vue volume. Qu'est-ce que ça donne? 2 milliards. OK, en termes de volume, ça augmente également, mais ça ne dérange pas tant que en free cash flow net income, tant qu'ils ont les moyens de le faire. Regardez, ils ont près de 900 millions ici en net income. D'accord? Ils peuvent repayer la dette nette ici en moins de 3 ans. En moins de 3 ans. C'est magnifique. On aime ça. Mais maintenant, est-ce que c'est un business qui s'échange à bon prix? Quand vous voyez ce genre d'entreprise, combien est-ce que vous êtes prêt à payer? Vous êtes prêt à payer combien? Moi, je serais aux alentours de 20 à 25 fois les bénéfices. Mais voilà, on s'entend ici que la croissance sur les 10 dernières années est aux alentours de 5%. Ça, c'est la croissance des revenus. Et si on regarde la croissance ici des bénéfices nets, je pourrais même prendre la croissance des free cash flow, mais free cash flow et bénéfices nets vont dans le même sens. Donc, on va prendre la croissance ici des net income. On va les comparer les deux sur les 10 dernières années. 11%. Vous savez pourquoi les net income? Sur les 10 dernières années, la croissance moyenne des net income est de 11%, et les revenus, la croissance moyenne est de combien? 5%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? La réponse est simple. L'entreprise, d'accord, augmente ses marges. Et la dépense ici, non seulement les revenus sont croissants, mais également les revenus sont croissants avec des marges croissantes, mais également elle n'a pas besoin de dépenser plus d'argent en dépenses opérationnelles, dont le CAPEX operating expense par rapport aux revenus. Donc, si vous regardez les dépenses opérationnelles ici par rapport aux revenus, on va à peu près voir soit une stagnation, d'accord, ou même une diminution en termes de pourcentage. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde la croissance des revenus, il ne faut pas souvent sous-entendre que croissance des revenus de 5%, c'est croissance des bénéfices de 5%. Parfois, je vous ai déjà montré sur une vidéo que où on avait une croissance des revenus d'un certain pourcentage, mais les bénéfices nets avaient une croissance moins élevée. Et quand je parle de bénéfices nets, je parle de free cash flow également, parce qu'on a comparé les deux ici. Donc, les bénéfices nets avaient une croissance moins élevée que les revenus, parce qu'on dépensait encore plus pour générer cette croissance-là. D'accord? Donc, j'aime ce business-ci. Ça, c'est la marque des compagnies qualitatives. Et ce n'est pas comme si l'augmentation des prix va diminuer. Et quand augmentation des prix on a, il faut également vérifier si les volumes vont dans le même sens. Voilà, c'était une vidéo qui est censée durer moins de 10 minutes. Mais comme d'habitude, on veut donner le maximum de valeur. C'est ça, investir à long terme. Je comprends l'entreprise, d'accord? J'ai à peu près lu, ça c'est une mise en bouche, hein, d'accord? Je ne vais pas vous dire que je maîtrise l'entreprise en date d'aujourd'hui, non. Ce que j'ai lu, je l'ai retranscrit. Maintenant, il faut approfondir, d'accord, la taille du marché, les compétiteurs, confirmer les drivers de la croissance chez les compétiteurs également, etc., etc. OK? Combien est-ce qu'on va payer pour le marché paye généralement que 20 à 25 fois les bénéfices. OK? Je vais mettre 25 fois les bénéfices max. D'accord? Mais on s'entend que dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, on aura tendance à avoir une certaine balance avec l'évaluation des entreprises. Donc, en prenant 25 fois les revenus, c'est vraiment très optimiste. D'accord? Et je vous dirai à peu près quel prix moi je serais prêt à payer pour cette compagnie. Alors, si on a 25 fois les bénéfices, je le prends à peu près sur Fastgraph directement. Avec une certaine croissance, on prend à peu près une estimation ici des bénéfices de 2025, toujours en vérifiant si les années ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Ils ont tendance à avoir raison. C'est un business assez prévisible. On aime ça encore. OK? Donc, si on se fie à ce niveau-ci, en prenant en considération les bénéfices nets ajustés ici de 2025, OK, on aura à peu près 48,50 $ par action. D'accord? Je prends 48,5 à 25 fois les bénéfices, ça donne combien? 1212 $ l'action. L'action n'est pas chère, hein? C'est juste le prix, voilà, c'est juste le prix ici qui est à 1212 $. Parce que voilà. Ici, on va se dire ceci, à 25 fois les bénéfices, on est légèrement sous-évalué.
OK? Mais moi, j'aimerais également regarder à 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, on sera à peu près au même niveau, légèrement en dessous, donc on autour de 900 dollars par là. Mais bon, pour moi, ça reste la même chose, plus ou moins, avec 10% ici, ça ne me dérange pas. Donc, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée pour moi. OK? Donc, maintenant, si on reverse un peu cette équation-là, l'entreprise ici, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, en dividende, vous aurez un rendement de 3,89%. Si on prend les bénéfices nets de 2025 ici, 48,15 par rapport au prix actuel, 10,9 ici, on a à peu près 4,66%. OK? Donc, ceux qui se plaignent, oh, il n'y a pas de dividende, en fait, le dividende ici n'est qu'une... En fait, ce n'est que normal, en fait. Ce n'est qu'une formalité. C'est une question. Il y a de grandes chances que sur les années à venir qu'ils l'annoncent, tôt ou tard. Et de toutes les façons, on vous donne déjà un dividende ici déguisé en termes de rachat d'actions. D'accord? Donc, bon, maintenant, ceux qui sont à la recherche d'un revenu complémentaire, etc., voilà, ça va peut-être pas les intéresser, mais voilà, nous, on cherche avant tout la qualité. Point barre. Donc, ici, nous avons une entreprise qui paraît légèrement, au pire des cas, correctement évaluée. Sinon, au mieux, légèrement sous-évalué. Moi, idéalement, j'aimerais avoir ce business aux alentours de 727 dollars. À 15 fois les bénéfices, ça pourrait m'intéresser. OK? Je ne vais pas essayer d'aller à 12,5 fois les bénéfices ici. À 727 dollars, on pourrait commencer à réfléchir. Évidemment, il faut également prendre en considération la croissance future. Mais bon, si je guessime un tout petit peu la croissance, etc., on s'était dit ici, on s'attendait à peu près en 2028 à du 60 dollars à l'action, 60, etc. Ça pourrait arriver comme pas du tout. Disons 58,111 ici. Hein. Je prends, il y a 6 mois ici, on s'attendait à 65 dollars. Il y a 3 mois, on s'attendait à 61 dollars. Précédemment, ici, on s'était 59,61. Aujourd'hui, c'est 58. Donc, ça diminue. D'accord? Dans tous les cas de figure, la croissance future est toujours incertaine. Ce qui m'intéresse déjà, c'est ce qu'on a pu générer précédemment et si on peut déjà consolider cela. OK? Donc, au pire, voilà, si ça se passe très très bien, admettons, on arrive à ce niveau-ci, 25 fois les bénéfices, ça pourrait avoir une croissance moyenne de 7,81%. Mais si on s'échange ici à 20 fois les bénéfices, parce que je ne sais pas, ce business ne peut pas s'échanger à moins de 20 fois les bénéfices à l'état actuel des choses pendant très longtemps. OK? Donc, on va se dire ici qu'on aura une croissance de 2,73% par là. Donc, pour moi, ce n'est pas encore assez. Donc, pour le moment, d'accord, je reste sur les lignes de côté, mais celui qui achète du Mettler Toledo en date d'aujourd'hui, il ne surpaye pas. Ça paye qu'une bonne petite position ici pour commencer. Une mise en bouche, on va le dire comme ça. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le Top Premium Plus et comme je l'ai dit, la promotion se termine aujourd'hui et il y a de fortes chances que, ce prix-là ne soit plus, que le prix affiché aujourd'hui ne soit plus le même dans le futur. Je pense pas, je ne vais plus jamais le pricer à ce niveau-là. OK? Voilà. 14 formations en une, sans compter celles sur les rates, les bancaires, les assurances, avec des masterclass derrière. Voilà. À ce prix-là, c'est un cadeau. Et c'est pas un abonnement, c'est pas un truc à vie, hein. C'est un abonnement. Je présente pas des formations à vie. D'accord? Parce que je ne crois pas en ça. D'accord? Quand on prend une formation, on s'assoit, on apprend et après, on va pratiquer. Point barre. Et c'est un environnement où tout le monde regarde à la même direction. Tout le monde on est là pour investir dans la qualité. D'accord? Donc, on veut des investisseurs indépendants, les gens qui sont capables de penser par eux-mêmes. OK? Voilà. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.